Les épreuves de la vie, telles des tempêtes impétueuses, viennent souvent ébranler les fondements de notre existence, nous confrontant à nos limites et à nos incertitudes. Elles se présentent comme des défis inéluctables, façonnant notre caractère et affinant notre foi, nous invitant ainsi à une introspection profonde et à une quête de sens. Dans cette traversée tumultueuse, il est essentiel de reconnaître les bienfaits innombrables que le Créateur déverse sur nous, même au cœur des souffrances, tout en élevant notre gratitude vers lui, source de toute lumière et de toute espérance. Dans notre humilité, chers amis internautes, implorons la miséricorde du Créateur du ciel et de la terre, maître du monde visible et de l'univers invisible, pour qu'il nous préserve des épreuves qui pourraient altérer notre confiance en sa sagesse infinie et mettre à mal notre dévotion. Que notre cœur demeure toujours tourné vers lui, afin que dans les joies comme dans les peines, nous puissions trouver la force de le louer, de le servir avec ferveur et surtout d'être dans ses plans les plus féconds et élogieux. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir, afin que vous vous ayez des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin. Au petit matin de ce mercredi 18 décembre 2024, s'en suivra le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Nansirine Fatoumbi. Dans ce bulletin matinal d'information, vous fera suivre Éléonore Yaïla Descamps, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Elle a eu à échanger avec les organisations estudiantines du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavecous AC et du Centre des œuvres universitaires et sociales de Parakou. Vous en suivrez notamment un compte rendu. Vous aurez à suivre également le point de la sortie médiatique lundi dernier du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition sur les différents échanges qui ont eu lieu avec les partis politiques dans le projet d'audit du fichier électoral. Vous aurez à suivre quelques citoyens qui se prononcent sur la durée de la transition de 6 mois accordée au pays de l'AES par la CEDEAO. Juste après le bulletin matinal d'information, vous aurez droit à la page des sports avec Anaël Vianney-Dohou. Le comité d'organisation des trophées JP Sport a rendu public la date de remise des trophées de la 8e édition. On en parlera. On parlera également des championnats nationaux de badminton et de para-badminton 2024 qui vont démarrer le 20 décembre prochain, c'est-à-dire vendredi prochain. Juste après sa présentation, on aura droit à la définition du jour avec Francis Fahami qui nous fait découvrir ce matin l'expression « faire bon ménage ». Atifa Alafa, dans sa rubrique « Les trucs et astuces », nous fait découvrir quelques astuces pour lutter contre les démangeaisons au niveau des pieds et des mains. La rubrique prévisions astrologiques de ce matin est présentée par Comlan Quentin Amoussou. Les natifs du signe Lion sont les plus chanceux en ce jour. Natifs du signe, tout comme moi, vous aurez de l'énergie à revendre et pourrez abattre beaucoup de travail. Vos efforts seront récompensés. Préparez-vous à assumer de nouvelles responsabilités. Juste après cela, chers amis internautes, j'aurai installé pour vous le panel de discussion avec Carles Epiphane Kitome, Anaël Vianney-Dohou, Nasrine Nike Fatoumbi et Atifa Itayor Lafa. Ce matin, on échange autour des mariages arrangés. Et juste après eux, en fin d'émission, j'aurai installé pour vous un invité ce matin. Eskil Agbede Yavedo. Avec lui, on parlera des mesures gouvernementales réglementant l'achat du soja grain en République du Bénin. Eskil Agbede Yavedo, qui est porte-parole des commerçants et producteurs du soja grain en République du Bénin. Voilà un peu la trame de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub qui vous vante les mérites de l'École supérieure d'administration, d'économie, du journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Juste après ceci, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes de ce mercredi. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel,
et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus Esae Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. Esae, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous propose demain à la présidence de la République, les ministres conseillers face au président Patrice Talon. Le Canard mentionne que les ministres conseillers prennent sauf bouleversement de dernière minute langue avec le chef de l'État ce jeudi 19 décembre 2024. Cette rencontre vise à les entretenir sur leur mission et éventuellement à leur dévoiler leur coordinateur. Retrouvez les attentes de ce conclave à la page 3 de la livraison de ce matin. Pour l'amélioration de la santé des détenus, les consultations médicales lancées dans les prisons, nous informe l'Informateur. Suite aux bourses de la Fondation Mastercard, Alumni Impact Days lancées à l'université d'Abomey-Calavi. À l'oreille droite, on lit ouverture de pharmacie, les conditions. Un titre qui renvoie à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin, manchette parle des ordres nationaux. Un bilan satisfaisant pour 2024, que comprend le titre. Élément de réponse à la page 3 de sa parution de ce matin. Lutte contre le terrorisme, les capacités des forces armées béninoises renforcées. L'article qui vous édifie est à lire à la page 2. Fraternité, ce matin, manchette parle des achats et des ventes de médicaments au Bénin. La nouvelle carte pharmaceutique en vigueur vous est exposée aux pages 3 et 4. Préparatifs de la Noël par les parents, les poches souffrent, les jouets attendent les clients, fait observer Fraternité ce matin. Le matinal, quant à lui, Romuald Wadayi, meilleur ministre des Finances d'Afrique en 2024, Simplive baisse, veut une prime au dynamisme et à l'efficacité, tout sur les critères de choix de Financial Afrique. Adam Afodende, je cite, cela fait grandir notre pays, fin de citation. Paulin Akponan a laissé entendre que cette distinction nous honore. Selon Gilles Goyi, c'est le couronnement du savoir-faire et du mérite. Pour Kazmi Kwedjo, l'aboutissement de près d'une décennie de dur labeur. Retrouvez des précisions aux pages 2, 5 et 11. On lit également à la une de Le Matinal de ce matin. Département du Borgou et de l'Alibori, plus de 450 000 boissons alcoolisées en sachets plastiques saisies. Matin libre à présent, pratique de sport boule au Bénin.
Que devient le boulodrome d'Adunko, s'interroge le Canard. L'article est à lire à la page 4. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, victime d'une tumeur cancérigène. Il faut sauver l'albinos Arnold Sessinou. L'implication de Patrice Talon vivement souhaitée. Le SOS de Alimatou Badarou est à lire à la page 2 de la parution de ce matin du journal. Le Béninois libéré consacre, j'allais dire, les 2/3 de sa manchette de sa une de ce matin au ministre conseiller sous la rupture. Quel avenir et pour quel impact? On aperçoit que le Canard entoure le président Patrice Talon des 12 ministres conseillers. Vous avez en ligne de mire Claudine Afiavi-Prudencio, Rachidi Badamassi, Janvier Yahweh-Déou, Gilbert Déou, Paulin Akponan, Paulin Gbenou, vous avez Jacques Ayadji, Mariam Diaouga Saka, Sedami Medegan Fagla, Expédie Wessou, Aïbatin Jonas Rantan, Saka Kina Bio Guerra. Vous retrouvez des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Rançon d'un professionnalisme digne de la rupture, Revioso sur le toit du MMA mondial. En illustration, la photo du patron du CNIN, des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du journal qui nous informe que le CNIN alerte sur une nouvelle forme d'anarque. Le potentiel ce matin en manchette parle de tests de sélection interne au port autonome de Cotonou, fumée de soupçons de favoritisme, de népotisme et de fraude. La secrétaire d'un évaluateur, le directeur de la capitainerie diplômé en hôtellerie admise en sciences nautiques. Il est inconcevable qu'une employée administrative soit admise à un test d'aspirant officier. Urgence pour José Didier Tonato de dépêcher l'inspection générale du ministère, IGM, pour fouiller. Le président Patrice Talon doit activer une procédure judiciaire pour auditionner les évaluateurs. On lit également à la une de Le Potentiel de ce matin, classement 2024 de Financiol Afrique. Le ministre d'État Romuald Wadaï, champion des ministres des Finances en Afrique. L'argentier béninois surclasse ses collègues du Maroc, de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin. Coopération bilatérale, la Chine offre du matériel informatique au Parlement béninois. L'économiste ce matin manchette, 30 ans d'intégration sous-régionale, l'UEMOA dissémine ses politiques économiques, regard sur 2030. On lit à présent la une de Bénin Intelligence, santé, le VIH-Sida continue de toucher des milliers de personnes. Le ministre Benjamin Rompati, en charge de la santé, recommande l'abstinence. Libération à présent, ouverture d'officines pharmaceutiques sur la période 2025 à 2027. De nouvelles conditions créées, nous apprend Libération, comme bien d'autres parutions de ce matin. Sécurité, 7 présumés terroristes neutralisés par l'armée béninoise, nous apprend le journal. L'emblème du jour, quant à lui, message du chef de l'État sur l'état de la nation. Le président Patrice Talon devant les députés ce vendredi. Retrouvez des précisions à la page 4 de la parution de ce matin du journal. La Guérite ce matin à sa une sous la rupture. Destin croisé, mauvaise fortune. En l'illustration, les photos de Fred Adriano Huenou, de Lotte Huenou et de Frédéric Béanzin. On lit à présent la une de l'autre quotidien. Primitif, exercice 2025 et développement. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondiatropo, et son conseil municipal dote la ville de Cotonou de budget ambitieux. Retrouvez des précisions sur le dit budget dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Le Télégramme communique et poursuit dans la même veine. Pour le développement de la ville de Cotonou, le maire Luc Setondiatropo et son conseil municipal dotent la ville d'un budget ambitieux. Justice béninoise, mandat d'arrêt international contre l'homme d'affaires sénégalais Yérim Chaud. Lire le mandat d'arrêt publié par le ministère de la Justice, à lire dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Projet Benetaxi, succès ou échec, se questionne le Télégramme. Les confidences de Abla Biotiani sont à retrouver à la page 12. Décryptage info à présent. Entretien avec le ministre Aurélie Adam Soulé-Zoumarou. Plus de 1000 services publics ont été digitalisés, dont plus de 210 totalement dématérialisés avec délivrance de documents en ligne, que comprend du titre élément de réponse dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. On passe à présent
à Du Coin Info pour finir. Bénin d'Abar autour, l'impact du changement climatique sur la sécurité alimentaire au cœur de la 5e édition, communique le journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention. Le bulletin matinal d'information, Nansrine Fatoumbi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Anaël Dou. Merci également d'être là pour la page des sports, la pleine forme, n'est-ce pas? Merci également. Pareil vous pour Nansrine Fatoumbi. On démarre avec la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Dekan, qui a échangé avec les organisations estudiantines des centres des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi et du centre des œuvres universitaires et sociales de Parakou. C'est bien cela, amis internautes, bonjour. C'était à la faveur des premières assises du cadre de concertation permanente du dialogue social tenu ce mardi 17 décembre à l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Dans l'élément à suivre, la ministre a fait le point des doléances abordées par les étudiants et donne quelques assurances. On la suit. Nous avons échangé dans une très belle ambiance. Vous êtes exprimés sans influence. Vous avez dit au plus profond de vous-même vos contributions à votre niveau. Comment vous entendez vous organiser et en votre sein. Parce que vous représentez tous les étudiants. Et tous les étudiants ne peuvent pas venir à nous, vous les représentez. Et comment vous arrivez à faire cette interaction? Vous êtes venu porter cela à notre niveau. Et vous avez exprimé vos difficultés. Au niveau de volet social qui nous réunit, vous avez abordé divers problèmes. Je peux citer le problème de transport. Et ça, je sais que vous nous attendez là-dessus. Vraiment, je voudrais remercier Madame la représentante des présidents des conseils d'administration, qui est également la présidente du comité qui s'occupe de la mise en œuvre de ces œuvres universitaires, surtout de transfert de ces œuvres au privé, surtout notamment pour ce qui concerne le transport. Vous avez entendu le gouvernement vraiment a pour ambition de livrer au titre de cette année, comme on l'avait dit, un certain nombre de bus. Vous savez, on ne peut pas aller au marché pour acheter les bus là comme ça. Ça vient avec une certaine procédure. Et on ne peut pas aussi acquérir des bus et livrer ça comme ça. Il faut s'assurer de ce que les structures qui auront en charge la gestion de ces bus-là sont des structures équipées, des structures formées à l'emploi et surtout à l'utilisation de ces bus. Ces différents niveaux d'échange sont pratiquement bouclés. Et je vous confirme que vous aurez réellement des bus. On est parti de transport seulement à l'université d'Abomey-Calavi et nous sommes en train d'entrevoir l'extension sur les autres universités. Parakou, je dis Parakou, l'Université nationale d'agriculture a évoqué ce problème. Parakou a évoqué le problème. On est à Abomey, même chose. Et nous savons combien vous venez de très loin. Même si vous êtes doué et que vous avez une grande énergie pour pouvoir vous déplacer, il y a les revers de cette situation sur votre réussite académique. Parce que les retards sont sanctionnés, vous l'avez dit, et ça pourrait être à l'origine des abandons. Nous avons pris acte de tout cela et vous avez compris. Nous avons partagé avec vous ce que nous sommes en train de faire jusque-là. La restauration, là où ça ne va pas, vous avez exprimé cela. Les responsables ont pris acte et en même temps, je les ai vus en train d'échanger pour comprendre qu'est-ce qui se passe parce que parfois, à certains niveaux, ça ne remonte pas vers les directions. Donc, ils vont voir ce qui se passe. On se prépare et dès qu'on lance une année sociale, c'est sans interruption jusqu'à la fin. L'année sociale peut durer 10 mois, ça peut durer 6 mois, ça peut durer 7 mois. Mais on se prépare suffisamment pour qu'une fois démarré, on ne connaisse d'interruption. Donc les mesures sont déjà prises. Le problème d'eau est un problème très préoccupant. L'eau est une source de vie. Je prends cette responsabilité de voir avec le ministère chargé de l'eau, voir comment vous renforcer dans la réalisation
de cette présence trop dans nos universités. Les universités maintenant, c'est des pôles, c'est des industries de formation. Le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition a tenu une réunion ce lundi, notamment le lundi dernier, pour faire le point des échanges avec les partis politiques autour du projet de l'audit du fichier électoral. Le menu des échanges de ce lundi était l'adoption des thèmes de référence afin de lancer la procédure de l'audit consensuel de la liste électorale pouvant garantir des élections générales crédibles et transparentes en 2026. Cependant, l'absence de plusieurs formations politiques à ce rendez-vous a jeté une ombre sur cette rencontre dont la finalité est de retenir un plan, une procédure consensuelle afin de vérifier l'intégrité du fichier électoral, bien que des partis comme Mouel Béné et la Renaissance nationale aient exprimé leur soutien à l'audit. Leur absence à la réunion a alimenté des spéculations sur l'étendue réelle de leurs engagements. On note également l'absence des partis Bloc républicain, Union progressiste, le Renouveau et la Force Cori pour un Bénin émergent. La Force Cori pour un Bénin émergent et puis quelques citoyens béninois ont opiné sur la durée de transition de 6 mois accordée au pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour revenir sur leur décision d'appartenir à l'organisation sous-régionale ou non. Les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO réunis à Abuja pour un sommet ordinaire ont annoncé un délai de rétraction de 6 mois pour les 3 pays du Sahel après la date de leur départ officiel de l'organisation fin janvier 2025 afin qu'ils puissent revenir sur leur décision. Un retour qui sera presque impossible selon quelques citoyens de la ville de Cotonou. Suivons-les au micro de Quentin Amosso. Mais c'est le départ qui est faussé. Si donc déjà au départ, une organisation, ouest-africaine menace des États tels que le Niger, il y a eu coup d'État, n'est-ce pas, au Niger. D'accord, c'est un problème nigéro-nigérien. Si des membres ou des présidents qui siègent au niveau de la communauté ouest-africaine se lèvent pour commencer à menacer les autorités nigériennes, c'était une erreur au départ. Maintenant, ils ont vu qu'ils ont mal agi. Qu'est-ce qu'il faut refaire? Il faut chercher à les amadouer. Parce qu'ils ont toujours dit que la CEDEAO est un machin et dans la main des Occidentaux. Mais si aujourd'hui la CEDEAO prend des mesures qu'elle a prises et qu'elle dit d'ici le 29, tout sera déjà fini et qu'il y a une ouverture de au moins 6 mois qu'on leur donne à réfléchir, mais les gens ont été clairs la dernière fois au Niger, soit disant que c'est irréversible. Tel que j'ai vu ces États réunis en confédération des États du Sahel, Alliance des États du Sahel, Niger, Burkina, Mali, cette position est irréversible, d'après leur communauté. Parce que ça les arrange. Est-ce que vous voyez? D'abord, comme eux veulent, ils vont organiser leur transition. Il n'y aura plus la pression de la CEDEAO sur eux. Les gens ont dit c'est irréversible. S'ils sont conscients que la CEDEAO va devenir une institution régionale puissante, il faut qu'ils reforment l'institution. Donc, je salue les prouesses de la CEDEAO, mais il me semble qu'ils sont encore sous la tutelle des néocolonialistes français. Est-ce que vous voyez? Ils ne sont pas contre la France. L'AES n'est pas contre la France, mais ils sont contre cette manière néocolonialiste de gérer les choses de l'Afrique. À la question de savoir si tout le monde peut-il entreprendre, quelques citoyens ont eu à livrer leurs opinions. C'est bien cela, entreprendre est perçu pour plusieurs personnes comme une porte facile à l'atteinte de ces objectifs. Beaucoup préfèrent entreprendre que de travailler pour une entreprise en position d'employé. À la question de savoir si tout le monde peut-il entreprendre de nos jours, quelques citoyens se sont prononcés au micro de nos reporters. Si tu es homme, grand homme ou femme, grand F, tu t'es marié ou tu n'es pas encore eu le mariage, tu dois entreprendre. Tu dois avoir le réflexe de commencer par faire quelque chose. Si tu n'as pas eu la chance d'aller à l'école, alors il faut essayer de faire quelque chose. Tout le monde peut entreprendre. Tout le monde peut le faire. S'il a le désir de le faire, s'il aspire à des objectifs que lui-même s'est défini, lui-même peut arriver à entreprendre.
Non, tout le monde ne peut pas entreprendre. Et quand on dit entreprendre, là, il y a plusieurs façons. Quand on dit entreprendre, il y a plusieurs façons. Est-ce que c'est l'entreprise à grande échelle ou c'est l'entreprise à petite échelle? Sinon, chaque citoyen, sinon chaque Béninois, chacun entreprend de sa manière. Tout le monde ne peut pas. Il y a des gens qui vont entreprendre, mais il y a des gens qui ne peuvent pas parce que on n'a pas la même philosophie, on n'a pas la même pensée. Parce qu'il y a des gens qui veulent travailler pour des gens, surtout pour les bourgeois. Il y a des gens qui veulent être indépendants de leur activité. On n'aime pas trop créer d'activité. On veut gagner de l'argent tout de suite. Sinon, entreprendre, c'est bon. Surtout dans l'agriculture, là, ça donne beaucoup. Hein. Dans l'agriculture, ça donne beaucoup. Dans le commerce aussi, ça dépend de ce que le secteur que tu veux faire. Sinon, dans le commerce aussi, c'est rentable. Mais l'agriculture, là, la terre ne mange jamais. Donc, entreprendre, c'est bon. Il faut toujours entreprendre et savoir que tu dois gagner ta vie par la sueur de tes fronts et ça dépendra de ce que toi-même tu as créé, comment tu t'es comporté. Entreprendre, vraiment, c'est un domaine un peu très vaste. Entreprendre, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut entreprendre. D'abord, il faut avoir les qualités pour le faire. Entreprendre, il faut avoir les qualités requises. Il faut surtout, au départ, avant de se lancer, avoir un grand désir là d'entreprendre. Parce que entreprendre, c'est l'action qui siège là. Donc il faut beaucoup de l'action et beaucoup de désir. Il faut avoir la soif d'entreprendre d'abord. Donc à mon avis, tout le monde peut le faire s'il a le désir d'entreprendre. Les gens n'ont pas ce qu'il faut pour entreprendre aux grandes échelles. Mais les gens entreprennent en bas, comme on le dit dans l'informel. Les gens entreprennent, mais tout le monde ne peut pas entreprendre grand. L'analyste géopolitique Hamzat Abdoulaye s'est prononcé sur la nomination de François Bayrou, nouveau Premier ministre français. Le président de la République française a nommé le 13 décembre 2024 François Bayrou comme nouveau Premier ministre. Il succède ainsi à Michel Barnier qui avait remis la démission de son gouvernement le 5 décembre 2024 à la suite de l'adoption d'une motion de censure par l'Assemblée nationale. Quelles sont les interprétations et les conséquences géopolitiques de cette nomination? Élément de réponse avec l'analyse géopolitique Hamzat Abdoulaye. Il est au micro de nos reporters. Je pense que la nomination de François Bayrou s'inscrit dans le même cadre de celle de M. Barnier, à savoir crise politique, vote difficile d'un budget et réussir surtout à rétablir la confiance entre les Français et leurs dirigeants. Je pense que ce challenge est assez complexe et je ne suis pas certain que M. Bayrou puisse inverser grande chose. Parce qu'il faut rappeler que Michel Barnier a été, je dirais pas destitué, mais il a dû démissionner parce que justement l'Assemblée ne lui faisait plus confiance et parce qu'il avait voulu user du 49.3 qui était une sorte d'alternative face à un blocage de l'Assemblée pour faire passer des lois. Et je pense que face à cette disposition qui oblige peut-être parfois le Premier ministre à prendre des mesures, même quand les députés sont contre, eu égard à cela, je pense que la démocratie française est devenue plus que fragile et je trouve que François Bayrou n'est pas du tout sorti de l'auberge. Alors, elles sont minimes parce que quand on évoque la géopolitique, il s'agit beaucoup plus du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l'Intérieur aussi un peu, il faut le souligner. Et le choix du ministre des Affaires étrangères aujourd'hui restera le choix du président de la République parce que même quand on parlera d'un gouvernement de cohabitation, mais ce n'est pas au sens propre une cohabitation puisque M. Bayrou n'est pas anti-Macron. Il faut rappeler qu'il y a quelques années, c'est lui qui a porté Macron.
Et il fait partie de ceux qui ont instauré cette dynamique du ninisme, c'est-à-dire ni gauche ni droite, et centriste surtout. Donc je pense que la politique étrangère de la France ne va pas pour autant changer, même s'il y a certaines urgences dans le monde qui obligent la diplomatie française à revoir sa carte, à revoir sa copie, notamment en Afrique et dans bien d'autres zones de conflit dans le monde, notamment au Proche et Moyen-Orient. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Atifa et Itayo Lafa pour la grande édition du journal télévisé sur Réseau TV. Chers amis internautes, à présent, on suit Anel Dou religieusement pour la page des sports. La page des sports avec Anaël Dou, bonjour à nouveau. Bonjour à vous, Le comité d'organisation des trophées JP Sport a rendu public la date de remise des trophées de la 8e édition. Effectivement, amis internautes, bonjour et bienvenue sur la page des sports de ce matin. Le comité d'organisation des trophées JP Sport des meilleurs personnages sportifs 2024 a porté à l'attention du public que la cérémonie de remise des trophées aux lauréats de la 8e édition est prévue pour le dimanche 22 décembre 2024 à partir de 17h. Ce sera en direct de la radio Cap FM. Les lauréats, il faut le rappeler, dans la catégorie sportif 2024, nous avons Madame Noélie Yarigo, lauréat catégorie dirigeant 2024, Ismaïl Onifade, président de la Fédération béninoise de basketball, lauréat catégorie technicien 2024, Innocent Yaka, lauréat catégorie homme des médias 2024, Patrick Silas Ayadji, lauréat catégorie révélation sportive 2024, nous avons Germain Sourou Wanvo Egbe. Et pour la dernière catégorie, révélation audiovisuelle de la dernière décennie, nous avons Hugues Zinsouzonon. Hugues Zinsouzonon et puis le Bénin qui sera face au Nigeria pour les demi-finale du tournoi UFOAB filles U17. Effectivement, les Amazones U17 seront face aux Super Eagles du Nigeria demain jeudi pour les demi-finales du tournoi UFOA filles U17. Après le double échec face au Ghana en aller et retour, les Amazones vont essayer de relever ce nouveau défi en passant le cap des demi-finales. Mais avant cette qualification, il faudra passer sur les Super Eagles du Nigeria. Les championnats nationaux de badminton et de para-badminton 2024 vont démarrer le 20 décembre. Les championnats nationaux de badminton et de para-badminton 2024 vont se tenir du 20 date de démarrage au 22 décembre 2024 à la Maison des Jeunes d'Agla à Cotonou. Plusieurs disciplines sont au programme de cette édition des championnats. Le programme détaillé vous sera rendu public, vous sera communiqué dans les prochaines heures. Et puis on finit avec le trophée The Best. Effectivement, après le Ballon d'Or France Football remporté par Rodri en octobre dernier et le Ballon d'Or africain décerné à Ademola Lookman hier. Ademola Lookman notamment le lundi dernier, c'est le tour de la FIFA de désigner hier mardi son meilleur joueur de l'année 2024. Cette fois, c'est le jeune talent brésilien du Real de Madrid, Vinicius Junior, qui a soulevé le trophée FIFA The Best 2024. Deuxième au classement du Ballon d'Or. En octobre, Vinicius Junior est nommé ce mardi comme meilleur joueur FIFA de l'année 2024. L'international brésilien, vainqueur de la Ligue des Champions, de la Liga, de la Super Coupe d'Europe et de la Super Coupe d'Espagne, a eu les faveurs des votants. Dans le classement final, Vinicius arrive en tête avec 48 points, devançant ainsi Rodri avec Rodri qui compte 43 points, puis son coéquipier Jude Bellingham qui comptait 37 points. On retrouve également Dani Carvajal, Lamine Yamal, Lionel Messi, Toni Kroos,
Haaland, Kylian Mbappé, Florian et puis Federico Valverde dans ce classement. Pour les palmarès, on note qu'il succède ainsi à Lionel Messi qui était depuis 2 années consécutives le meilleur joueur FIFA. Merci à vous Analdo, merci à Lansrine Fatoui. Place à présent à la définition du jour et aux trucs et astuces. La définition du jour, Francis Olafarami, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Tifa Itaï Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là pour les trucs et astuces. Ce matin, l'expression c'est faire bon ménage. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Faire bon ménage veut dire s'entendre bien entre les gens ou entre les animaux qui vivent ensemble, être en accord ou être compatible avec quelque chose. Amis internautes, retenez ceci, l'indulgence ne fait pas bon ménage avec la rigueur. Faire bon ménage signifie vivre en bonne entente ou en bonne harmonie. L'expression peut être utilisée pour décrire des personnes, mais aussi des éléments plus abstraits comme des idées, des principes, voire des aliments dans une recette. L'origine plutôt de cette expression remonte au XVIIe siècle et elle est directement liée à la notion de ménage au sens de gestion domestique. En effet, si les membres d'un même ménage vivent en harmonie, le foyer est agréable et fonctionnel. Le verbe faire ici a le sens de réussir. Donc faire bon ménage signifie tout simplement réussir à vivre en bonne harmonie. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous, Francis Fahami, pour cette belle présentation qui nous apporte un plus ce matin. Vous restez avec moi, on retrouve Atifa Olafa juste après ce jiggle pour les trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour. Quelques astuces pour lutter contre les démangeaisons au niveau des pieds et des mains. C'est bien cela, Abdelkader, amis internautes. Bonjour, ravi de vous retrouver ce mercredi. Encore appelé prurie, les démangeaisons se traduisent par une sensation désagréable sur la peau qui s'apparente à une irritation ou une envie intense de se gratter. Elle peut toucher l'intégralité du corps ou être localisée sur une zone précise. Pour pouvoir calmer une peau qui gratte, vous devez déjà trouver l'origine de vos démangeaisons. En attendant donc une consultation médicale, voici quelques bons gestes à adopter pour limiter les démangeaisons cutanées. Premier geste, taillez vos ongles afin d'éviter de vous blesser en vous grattant. 2. Utilisez une compresse froide et rincez vos yeux sous l'eau avant de prendre un traitement ophtalmique. Troisième geste, évitez une crème hydratante et des produits de soins adaptés à votre peau. Quatrième geste, utilisez des savons doux et naturels, puis évitez surtout les lessives trop chimiques pour votre linge. Cinquième et dernier geste, lavez-vous régulièrement les mains, surtout si vous grattez l'œil. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation. Merci une fois encore à Francis Fahami pour sa présentation. Chers amis internautes, à présent, on passe aux prévisions astrologiques. Les prévisions astrologiques en termes sous, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin à vos antennes pour les révélations. Amis internautes, bonjour. Bélier, pour être à la hauteur de vos ambitions, consolidez vos acquis. Attention aux astres qui pourraient vous jouer un mauvais tour sur le plan financier et vous fragiliser. Amis du signe Taureau, bien soutenu par vos amis, vous pourrez conclure une association ou encore un contrat. Vous entrez dans une période de réussite financière. Ce sera le moment pour vous de prendre des risques. La chance vous soutiendra. Gémeaux, à présent, vous vous êtes dispersé inutilement. Il faudra donc vous recentrer sur vos projets pour espérer un aboutissement. Quant à vous, amis du signe Cancer, inutile de vous forcer à y penser, vous n'aurez pas du tout la tête au travail. Les influx planétaires stimuleront votre créativité et vous pourriez vous faire remarquer.
Lion, à présent, vous aurez de l'énergie à revendre et vous pourrez abattre beaucoup de travail. Vos efforts seront récompensés. Préparez-vous à assumer de nouvelles responsabilités. Amis du signe Vierge, lorsque vous vous engagez, vous devez aller jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas abandonner un projet de groupe. Balance, à présent, vous aurez du mal à vous concentrer sur les tâches quotidiennes car vous avez envie du changement. Scorpion, il arrive un moment où il faut savoir mettre le point final. Toute révision de votre travail serait superflue. Sagittaire, débordant d'audace, vous relèverez des défis insensés dans le domaine professionnel. Ce ne sera pas sans risque. Capricorne, armez-vous de courage pour faire face aux obstacles qui vont jalonner cette journée. Il n'y aura rien de grave, simplement des retards, des erreurs à rattraper. Verseau, avant-dernier signe du zodiaque, vous débordez de créativité, vous avez de nouveaux projets en tête. Enfin, nos chers amis poissons, on pourrait vous proposer, de prendre de nouvelles responsabilités. Réfléchissez avant de prendre une décision. Si vous faites machine arrière, vous perdrez en crédibilité. Et voilà, c'est tout pour le message des astres de ce jour. Merci à vous, Kanté Amonso, pour cette belle présentation. On passe à présent, chers amis internautes, au panel de discussion. Le panel de discussion, Carles Epiphane Kitome, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à nouveau à Nansirine Nike Fatoumbi. Bonjour à nouveau à Tifa Eitayo Lafa. Bonjour à Abdelkader. Anaël Vianedo, bonjour. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, bonjour à nouveau, bonjour à nouveau à tout un chacun. Carles Kitome. Alors, les mariages arrangés, on en parle ce matin. Dites-nous, qu'est-ce que vous comprenez par mariage arrangé? Bon, à mon sens, je comprends qu'un mariage arrangé, c'est l'union entre deux personnes qui passent par un processus par lequel deux familles s'entendent pour mettre les enfants ensemble pour un mariage. Pas seulement les familles, ça peut être aussi des communautés religieuses, ou en tout cas des organisations qui s'impliquent dans un processus de mariage et décident que l'enfant de telle famille épouse l'enfant d'une autre famille pour répondre peut-être à des exigences ou à des arrangements qui existaient depuis, ou pour préserver la fortune et le respect de la tradition ou des concepts religieux. Des concepts religieux. Alors, cette façon de faire, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense personnellement que ce n'est pas une mauvaise chose. Pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose. Quel en est l'intérêt selon vous? L'intérêt, c'est ce fait que les parents peuvent voir ce que les enfants ne voient pas. Les enfants peuvent être fous amoureux et ne pas faire attention à beaucoup de choses, mais les parents de derrière peuvent déjà prévoir des choses et par rapport à ça, dirigent leur fille ou leur garçon vers un mariage qu'ils pensent plus sûr, plus sécurisant pour lui et pour la communauté. Et donc, souvent, vous savez, il y a des religions, quand quelqu'un vient d'une religion, on ne veut pas qu'il vienne parce qu'on a peur que la fille laisse la religion. Je ne veux pas stigmatiser, mais j'en ai vécu personnellement, je sais ce que ça veut dire. Quand les gens arrangent quelque chose et que les enfants sortent de ce schéma, ils font tout pour lui pourrir la vie. Donc, mais si c'est bien fait et que c'est admis socialement, je crois que ça évite des dérapages et ça permet même de savoir régler les conflits éventuels, même de les prévenir parfois. Même de les prévenir parfois. Atifa Alafa, est-ce que vous serez pour ce type de mariage? Non, pas du tout. Pourquoi? Pour moi, le mariage, en tout cas les mariages arrangés, pour moi, c'est d'une façon ou d'une autre contraindre les personnes concernées à des choses qu'ils ne veulent pas peut-être forcément. Parce que mais c'est pour le bien? Pour moi, peut-être c'est pour le bien, mais ça ne le fait pas du bien. Ah bon, comment ça? Parce qu'à partir du moment où, généralement, les mariages arrangés visent forcément des intérêts. Ça peut être économique, financier et tout. Mais à partir du moment où vous vous mariez à quelqu'un sans amour, pas forcément,
Et à partir du moment où vous mettez avec quelqu'un, vous unissez vos familles, vos liens et tout, sans forcément de sentiments au préalable, c'est pas très bon. Je n'ai rien contre les mariages arrangés parce que d'une façon ou d'une autre, ça arrange des personnes données, des familles données, mais des mariages arrangés sans sentiments au préalable. Non, les sentiments viennent toujours. Hein. Oui, mais c'est les raisons pour lesquelles aujourd'hui on voit des personnes qui se marient juste sur un coup de tête ou parce qu'ils ont un objectif à atteindre, parce qu'ils ont un intérêt à gagner. On ne se marie plus parce qu'on le veut, on le ressent ou parce qu'on aime vraiment la personne avec qui on est en couple. Donc pour moi, c'est un peu gauche quand même. C'est un peu gauche. Non, c'est pas tout pareil pour vous? C'est droit ou c'est gauche? C'est les deux. Alors quel est l'intérêt selon vous? Pour moi, l'intérêt, comme Kalès Kitoumé l'a dit, c'est de consolider des liens, que ce soit économique. De consolider des liens ou consolider les liens? De consolider des liens. Oui, consolider des liens. Non, de consolider. Non, elle a sauté le deux. Consolider. Consolider des liens entre deux familles. Je ne veux pas stigmatiser. Stigmatiser, oui. Bon, vous savez. Mais est-ce que vous serez pour d'être actrice de mariage arrangé? J'ai failli être victime, moi je vous ai pas. Victime? Oui. Bénéficiaire, bien sûr. J'ai failli être victime de mariage arrangé. Vous ne savez pas celui que vous voyez en ville là, ce qu'il est vraiment, vous ne savez pas. D'accord. Elle dit ce qu'il est vraiment, vous ne savez pas encore. Ça, c'est pour lui, pour sa famille. Donc moi, bon, je ne suis pas contre, je ne suis pas pour ça, arrange d'autres personnes, mais ça n'arrange pas. Donc chacun a son intérêt qui vise dedans. Bon, on a vécu, même les mariages non arrangés, on sait comment ça finit généralement. Donc moi, je vois que chacun est libre de choisir le camp qu'il arrange. Chacun est libre de choisir le camp qu'il arrange. Allez, la vie, elle est d'où sur le sujet en débat? Sur le sujet en débat, on m'aurait posé cette question il y a quelques années, j'allais dire j'étais totalement contre. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que quand je regarde la profondeur de la chose, c'est que les parents ont l'habitude de voir plus que nous jeunes. Aujourd'hui, nous voyons deux jeunes qui se mettent ensemble, qui disent s'aimer. Or, en réalité, ce n'est que du leurre. En réalité, ce n'est que... On perd du temps. Est-ce qu'ils perdent du temps? Parce que durant ce moment-là, ils prennent des pizzas, de la glace, ils font de bons voyages. On perd du temps. On se blesse mutuellement et tout. Ils vont à Monaco, vous savez, les vrais mariages arrangés, ce qu'on peut peut-être déplorer, c'est les mariages arrangés spontané. Sinon, vous allez dans les familles, les vrais mariages arrangés, c'est pas que l'on se lève du jour au lendemain, on dit tel vieux, on prend la fille, on va déposer chez telle personne parce que les deux doivent se marier. Non mais là c'est plus, ça je dirais c'est plus un mariage forcé. Les mariages arrangés c'est qu'on s'entend que telle famille, la fille de telle famille s'unit avec la fille de telle famille. Et on prépare les enfants à ça en plus. Parce que peut-être l'autre est d'une classe inférieure à l'autre et on voudrait peut-être sauver une réputation ou préserver une situation économique. Vous permettez aussi de goûter aussi au miel. Oui, Aneldo. Je peux continuer. Oui. Donc je disais, ce qu'on peut déplorer, c'est les mariages arrangés de façon spontanée. C'est-à-dire cette façon pour les familles de s'entendre et le mariage des deux, c'est que ça passe du jour au lendemain. C'est-à-dire les parents s'entendent aujourd'hui et dans une semaine, on met ensemble les enfants. On peut condamner cette façon de faire. Sinon, il y a des mariages arrangés que depuis la jeunesse, c'est-à-dire parce que je suis ami avec Atifa depuis aujourd'hui, on dit on aimerait toujours consolider cette amitié et pour ça, on s'est déjà promis de mettre nos enfants ensemble. Ce qui fait que déjà les enfants, dès qu'ils sont nés, ont l'habitude de rester ensemble. On les a mis ensemble, les familles étaient ensemble, si bien que l'amour se développe tout naturellement. Il y a des personnes qui sont mariées de façon arrangée mais qui ne savent même pas. Les parents se sont entendus depuis pour que les enfants soient ensemble et ils sont grandis ensemble, ils ont développé de l'amour l'un pour l'autre, se sont mariés, mais les parents s'étaient déjà entendus. Mais moi, dans ce genre de cas, je parle de mariage forcé. Parce que lorsqu'on parle de mariage arrangé, c'est que les deux parties sont d'accord. On se met ensemble parce qu'il y a quelque chose qu'on vise ensemble. Mais à partir du moment où les deux ne sont pas d'accord ou ne sont pas informés... Il peut y avoir arrangement sans accord. Mais comment on aura arrangement sans accord? Il y a arrangement entre les parents. Il y a un arrangement entre les parents, mais c'est quand vous... C'est pas toutes les fois vous allez... Vous atteignez la maturité. C'est quand vous avez des parents qui sont de vrais diplomates, vous n'en savez rien. C'est-à-dire qu'on vous met dans un mariage arrangé, tout est préparé à l'avance.
vous liez d'amitié avec celui pour qui on s'est arrangé. Et ça, l'amour vient même à naître dans ça. Et que Carlos qui Le mariage arrangé, n'en voulez pas à ces personnes-là aussi qui se marient parce que, voilà, on ne veut pas finir pauvre ou parce qu'on cherche un mari. Non, ça c'est de l'opportunisme. Parce que ça n'a rien à voir. De l'opportunisme outrancier. Quel opportunisme outrancier. Il y a de l'opportunisme d'une partie ou d'une autre dans le mariage arrangé. Non, ça c'est pas de l'opportunisme. J'ai précisé. De l'opportunisme outrancier. Ça, c'est du côté de ceux qui veulent se marier avec l'homme riche. Oh, laissez tomber. Dans le mariage arrangé, là, on ne se marie pas avec un homme riche. Un mariage arrangé. Dans le mariage arrangé, là, il n'y a pas... Quand on parle d'arrangement, c'est que c'est bénéfique pour les deux parties. Alors que de ce côté... Ce n'est pas bénéfique de l'autre pour l'autre. Parce que c'est bénéfique. On vient profiter de lui. Non, ça n'a rien à voir. Vous savez, aujourd'hui, aujourd'hui, les gens ne se marient plus. Les gens se marient sans forcément aimer être amoureux. Les gens sont amoureux de la poche des gens. Voilà, faut préciser. Voilà, de la poche des gens, du style de vie des gens. Un pan d'un mariage arrangé. Parfois, ce n'est même pas l'argent, c'est les valeurs de la personne. Dans le mariage arrangé, c'est beaucoup plus ça. Les valeurs. Les valeurs qu'on veut. On pense toujours la dignité. C'est d'abord. C'est d'abord. À cause du. Aujourd'hui, nous connaissons. Alors, écoutez Carles Kitomé. Combien de mariages arrangés vous connaissez ou c'est peut-être parce que. Ah, Carles Kitomé, c'est celui qui n'en connaît plus que tous ici. Des valeurs. C'est forcément parce que d'abord, on a un problème financier qu'on veut sauver ou qu'on veut régler. Non. Laissez tomber. Ne soyez pas hypocrite. Et le multimilliardaire qui a une fille et qui voudrait que sa fille ait quand même comme mari quelqu'un d'honorable. C'est pas là, il ne cherche pas l'argent là. Carles Kitomé, expliquez-le un peu quand même. Je suis pas dans le débat. Non mais je dirais, c'est vrai. Mais écoutez, c'est vrai que parfois il y a des raisons économiques, mais généralement c'est pas des raisons économiques. C'est ça qui Carles Kitomé. Non, ça c'est vous, ça. Vous dans votre génération, vous ne savez plus aller manger shawarma. Vous ne réfléchissez pas. Vous voulez faire la déduction? Non, il ne faut pas aller chercher la raison économique. Ça n'a rien à voir. Je vous dis, les mariages arrangés de nos jours, là, c'est forcément... Vous ne pouvez pas Non, vous n'en savez. Est-ce que vous avez déjà été impliqué dans un mariage arrangé? Je demande si vous avez déjà été... On parle d'impliqué, on ne dit pas témoin. Non, impliqué. C'est venu d'où? Est-ce que vous avez été impliqué dans les négociations? Comment est-ce que ça ne savez pas d'avoir écouté là? D'accord. Souvent, il y a des familles fortunées qui ont peur que leur fortune se dilapide. Et donc, ils tiennent à ce que celui qui va entrer dans cette alliance avec leurs descendants soit quelqu'un qui ait des atouts commerciaux. Qui répondent à des critères. À des critères. Comme ça, ils sont sûrs que la fortune va se pérenniser. Voilà. Parfois, il y a des gens fortunés qui n'ont que des filles et ils voient que toute leur fortune va disparaître. Donc, ils préfèrent que leur fille épouse peut-être un de ses cousins pour que la fortune reste. Mais un cousin qui a les capacités de payer. Vous savez, il y a des gens qui sont peut-être de familles pauvres et quand on voit qu'ils ont du talent, peut-être leur chef, leur patron qui les emploie veut qu'ils épousent leur fille pour pérenniser ces valeurs entre eux. Justement, le mariage, c'est aider aussi les enfants à faire des choix efficients, qui leur sont profitables. Oui, et généralement, dans les mariages arrangés, il y a tellement de garde-fous que ça tient longtemps. Ce n'est pas des mariages... J'ai dit, généralement... Oui, parce que mariage arrangé n'est pas un mariage forcé. Il y a suffisamment de garde-fous, oui, parce qu'on est dans la côte. Il y a papa, il y a maman qui a été là, il y a les tantes. On prépare. Non, je n'ai pas dit toujours. On ne dit pas les mariés qu'on a vus et qu'on a associé les parents pour arranger ça. Non. J'ai dit souvent. Souvent, quand c'est bien fait, parce que vous savez, nous avons une société très organisée. C'est tellement subtil que les enfants ne se rendent même pas compte que le mariage a été arrangé. Quand c'est bien fait, ils ne se rendent pas compte, ils se disent qu'ils s'aiment. Mais quelque part, il y a eu des mains qui les a poussés là. Et qui a sécurisé cette relation là. Et le vrai objectif des mariages qu'on arrange, c'est sécuriser l'avenir des enfants. C'est sécuriser des choses dans la famille. L'honorabilité de la famille, la dignité de la famille, oui, des la réputation de la famille. C'est ça, c'est des valeurs qu'on veut garder. Oui. Et non, c'est pas l'argent, ça vient bien après ça. Oui. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate de façon très triste, c'est que les shawarma, les pizzas... Prenez l'exemple simple. Quand vous prenez les voyages à Monaco, quand vous prenez les statistiques même, vous allez voir qu'il y avait plus de mariages arrangés au temps de nos aînés, au temps de nos parents qu'aujourd'hui.
aujourd'hui. Aujourd'hui, comparez les divorces. Comparez les divorces. Non, je voudrais souligner quelque chose. Vous savez, il y a des communautés. Il y a plus de séparation. Non, mais les mariages arrangés, Autrefois. Je sais, il y a des communautés. Il y a des communautés qui ont tellement de choses qui les opposent. Les enfants à 21 ans se marient. Tellement de choses les opposent que on n'aimerait pas que l'enfant de telle communauté aille vers l'autre communauté. Généralement, quand les enfants, c'est on les laisse se marier. Mais derrière, on leur pourrit le mariage, on leur pourrit la vie par des plans bizarres. Donc, ils ne sont jamais heureux. Des fois, c'est quand ils ont divorcé qu'ils se rendent compte que sa belle-mère a toujours été là pour que ce mariage échoue. Parce que la mère ne conçoit pas que son fils épouse une fille de telle communauté. Donc, il y a beaucoup de choses. Alors que quand c'est arrangé, on met les garde-fous, on essaie de régler tout ce genre de problèmes, on sécurise un peu plus le mariage. Et les enfants même sont sécurisés parce qu'il y a des implications qui ne se font pas voir forcément. Et je pense que c'est bénéfique quand c'est bien fait et surtout quand les enfants y adhèrent. Parce que quand les enfants sont bien préparés, ils n'ont même pas ils n'ont ni le temps ni la force de s'opposer. Nasrine Fatoumbi, vous disiez tout à l'heure que les mariages arrangés, ça vise à l'argent. Surtout dans les sociétés actuelles. Vous avez été témoin de mariage arrangé? Je ne veux pas. Vous avez dit que vous avez été tout à l'heure bénéficiaire ou victime. Voilà, oui. Comment ça s'est passé? Bénéficiaire, victime. Les deux. Comment ça s'est passé? Bon, moi je ne connaissais même pas le gars. C'est sa maman qui venait à la maison. Elle m'appelait notre femme. Bon, faut aussi aller à l'école. Ça vous permet de déjouer beaucoup de plans dans la vie. Donc, elle dit, mais pourquoi la dame là m'appelle ma femme? Sa soeur aussi vient à la maison, elle m'appelle ma femme. Généralement, je me retrouve entre deux cousins. Lequel, finalement, je vais choisir. On me dit de choisir celui que je veux. Mais moi, je ne connais pas vos enfants, vous voulez me donner en mariage sans que je ne les connaisse. Donc, moi, déjà, les gars, les têtes ne me plaisent pas. Je n'ai pas mes gens de... Ils ont raté la chose. C'est pas votre genre d'homme, c'est quoi? Il est plus galbé. Il a une tronche trapézoïdale. Les enfants, à un moment, c'est pas trop mon truc. Jusqu'à créer la confusion, ils ont fait erreur. Normalement, c'est direct. Donc, pour conclure, puisque nous allons progressivement vers le temps. C'est bon d'une part, mais de l'autre part aussi, il faut voir le côté positif. On t'arrange dans un mariage. Donc, si c'est bon d'une part et le côté positif, c'est bon à 100%. Non, le côté négatif, autant pour moi. Donc, tu n'as même pas droit à la parole. Si tu veux parler, on te dit que... non. Quand c'est bien fait, tu ne rendras jamais compte. Non. Oh. Vous n'êtes pas marié pour faire souffrir l'autre, donc tu as droit à la parole, j'ai droit à la parole, donc je ne me vois pas. Non, c'est pas affaire de. On a été un peu à l'école et on est impoli dans le ménage. Et on fait des conneries. Et parce que le gars n'a pas laissé la popote aujourd'hui, on bloque la porte des conneries. On n'est pas en Europe ici, on est en Afrique et on respecte l'homme d'abord. L'homme est le chef de la famille. On va rester affamés tous deux, c'est pas encore grave. Même dans la Bible, c'est dit. On va rester affamés tous deux. L'homme est le chef de la famille. Vous serez fin. Restez affamés dans la maison avec lui. C'est pas grave. Ça vous fait pas du bien, non? Vous savez, d'une manière ou d'une autre, moi je souhaite même, si vous n'êtes pas dans un mariage, il y a les femmes qui font la confusion depuis avec des mariages forcés. Le mariage forcé est différent du mariage arrangé. Maintenant, le mariage arrangé, même quand vous n'êtes pas dedans, souhaitez toujours l'implication des parents pour que cela soit d'une manière ou d'une autre arrangé. Oui. Parce que quand vous êtes dans ça, vous êtes dans la bonne grâce de la famille. Un mariage qui est dans la bonne grâce de la famille réussit toujours. Oui. Parce que quand même vous capotez entre vous deux, la famille est là toujours pour vous entendre raison. Voilà, pour vous caler et pour vous maintenir. Quand vous n'avez pas la faveur de la famille, il suffit juste que j'aille voir les miens pour que les miens se rebellent, pour que la femme ne reste plus. Il suffit juste que la femme aille voir les siens pour que les siens se rebellent et ça ne tient plus. Donc, même quand ce n'est pas arrangé, rapprochez-vous toujours de la famille pour les impliquer. Quand c'est arrangé, c'est encore meilleur. Et quand l'arrangement n'est pas spontané. Est-ce que dans un mariage arrangé, la femme peut se fâcher et dire qu'il m'a chifflé, l'amener au tribunal pour qu'il aille se retrouver en prison? Jamais. C'est pas possible. Mais elle dit pas, on n'a pas. Quand c'est pas spontané, quand vous avez des. Dans un mariage arrangé, il y a tellement de filtres. On n'a pas dit d'accepter. On n'a pas dit d'accepter la violence, d'accepter quoi que ce soit, mais juste quand c'est arrangé, vous avez. Il y a la famille et le tribunal. Voilà, la famille devient le tribunal. Non, pas du tout. On fait comprendre les choses à l'homme, comme on fait comprendre ça et ça passe.
Si un mariage arrangé arrange quelqu'un, Voilà, chacun merci. fait ce qu'il veut, chacun fait Merci, ce qu'il veut. merci. L'essentiel, Merci de c'est comprendre de ça. savoir se respecter mutuellement et aimer, donner tout avec le cœur. Et respecter les familles qui sont impliquées. Qu'est-ce que vous conclure? Non, mais il n'y a pas de mariage sans l'implication des familles. Donc, je pense que les mariages arrangés ont plus de chances de réussir. Mais si ce n'est pas arrangé, quand les deux s'aiment, il faut trouver la bonne formule pour impliquer véritablement, pour impliquer véritablement les deux familles, pour qu'il y ait une certaine harmonie et qu'il y ait des paliers pour régler tous les conflits. Merci à vous, Carles Kitomé. Merci à Tifa Olafa. Merci à Naël merci. C'était le panel de discussion de ce matin. Place à présent à l'invité de ce matin sur Free Matin. L'invité de ce matin sur Free Matin, est-ce qu'il y avait Agbede? Bonjour. Bonjour Kader. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'être dans nos murs sur EZAE TV. Bonjour à nouveau à Tifa Olafa. Bonjour. Merci d'être avec moi pour recevoir le porte-parole des commerçants et producteurs du soja grain. Avec lui, on aura apprécié les mesures gouvernementales réglementant l'achat et la commercialisation du soja grain en République du Bénin. Tifa Olafa, il est à vous pour la première question. Merci Abdelkader, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être sur nos plateaux. Alors, on va démarrer tout de suite par les mesures gouvernementales qui ont été prises par le gouvernement justement pour encadrer la commercialisation du soja. Je vous remercie à nouveau. Les réformes du gouvernement au cours de cette saison d'achat et de vente de soja, en réalité, n'arrangent pas les commerçants. Pourquoi? Quelles sont ces réformes-là d'abord? Aujourd'hui, le gouvernement décide de boycotter les commerçants, les collecteurs de soja. Et cette filière est désormais confiée à une interprofession avec l'association de l'Union nationale des coopératives et producteurs de soja. Et ce sont à ces gens-là que la filière a été confiée et les commerçants n'ont plus d'opération à faire. Ces gens-là, ils sont qui? Ils sont des commerçants, ils sont des producteurs, ils sont qui? C'est ça même le souci. Au milieu de ce groupuscule de personnes, nous avons aussi des commerçants, des gens avec qui j'ai travaillé. Mais pourquoi pourquoi vous parlez de boycottage? Écoutez, aujourd'hui, on nous demande de ne pas acheter un seul grain de soja. C'est-à-dire quoi? Le commerçant est boycotté, c'est-à-dire le producteur, le cultivateur qui a cultivé, qui a produit son soja, doit envoyer sa production au niveau des magasins, des coopératives, et les usines vont aller vers ces magasins-là pour s'approvisionner. Et nous autres commerçants, nous sommes normalement enregistrés, moi j'ai mon registre de commerce, mes collègues pareil. Et nous préfinançons également les producteurs. C'est nous qui les soutenons. Quand les producteurs ont une situation difficile sur le terrain, c'est les commerçants, ceux-là avec qui ils ont l'habitude de traiter. C'est nous qui les connaissons, ils ont confiance en nous, on a confiance en eux. C'est une relation qui date de longtemps. Moi, je suis dans ça fait près de 7 ans déjà, 17 ans bien sûr. Et ces commerçants font recours à nous autres pour la production. Pour qu'il y ait comment on appelle, une masse de production, par exemple dans le Nord, les producteurs font recours à nous. Nous avons des tracteurs. Nous les aidons pour les labours. Ces producteurs, quand d'autres personnes, des kidam viennent peut-être pour leur labourer le champ, peut-être c'est 30 000. Mais nous autres, commerçants, nous, on leur fait ça sur peut-être 25 000. Et mieux encore, quand nous faisons ce travail pour les producteurs, on ne prend pas de l'argent. On est payé en contrepartie. C'est-à-dire c'est quand ils vont récolter qu'ils vont nous rembourser avec du soja. Avec du soja. Mais comment le gouvernement justifie cette nouvelle donne? C'est ça que nous ne comprenons pas encore. Mais est-ce que vous avez cherché à vous enquérir? On est en train de le faire. Des motivations? On est en train de le faire. Il paraît qu'il y a des gens qui se glissent dans le lot pour aider. C'est qui ces gens? Ça, je ne sais pas. Il faut que j'aille fouiller d'abord. On est toujours en train de faire les enquêtes pour savoir qu'est-ce qui peut motiver le gouvernement à prendre de pareilles décisions. Aujourd'hui, la campagne a été lancée le 7 décembre passé. Ça fait déjà plus de 10 jours. Mais aucun mouvement sur le terrain. Pourquoi il n'y a pas de mouvement? Parce qu'il n'était pas prêt. Qui n'est pas prêt?
CESU, TUN, CTPS et autres, les coopératives n'étaient pas encore prêtes. Je vous donne un petit exemple. Il y a des magasiniers. J'ai une liste de magasiniers qu'on nous a envoyés sur dans tout le Bénin. Il y a des magasiniers qui ont été installés qui ne savent même pas que leur nom figure sur la liste. Des magasiniers qui ne savent pas lire la balance, qui ne savent pas ce qu'on appelle une balance. On peut appeler tout de suite. On choisit 10 personnes que vous allez appeler. Certainement, ils vont vous dire jusqu'à présent, ils ne savent pas qui sont magasiniers. Mais sur quelle base ces gens ont été sélectionnés? Ces magasiniers à qui les producteurs vont aller confier leur production. Ils ne savent pas lire la balance. Ils ne savent pas qui ils ont été sélectionnés. Ces producteurs doivent vendre leur production pour satisfaire les bras valides, j'y arriverai, bras valides bien sûr, qu'ils ont sollicité dès déjà le départ, dès les labours. Les producteurs doivent vendre pour aujourd'hui les payer afin que ces gens aillent fêter en famille. Ces gens qui viennent faire 6 mois, les producteurs doivent vendre leur soja et rembourser ces gens-là. Entre-temps, c'est nous qui les aidons à les préfinancer afin qu'ils puissent satisfaire ces... Mais aujourd'hui, on nous met de côté. Comment la filière peut évoluer? Justement, parlons des producteurs. Il y a le ministère de l'Agriculture qui a mis en place un certain nombre de coopératives. Bien sûr. Auprès desquelles les producteurs doivent se rapprocher pour collecter le soja. Dites-nous, quelle analyse faites-vous de cela? Mais quand on veut... On ne peut pas tuer la mère et l'enfant. Soit vous arrachez le bébé et vous laissez la mère produire encore d'autres bébés. Si c'est quelque chose qu'on nous reproche, qu'on nous le dise, on peut se corriger. Mais quand on nous arrache, quand vous parlez des coopératives, nous avons aussi des coopératives qui n'ont pas été prises en compte. Nous avons des coopératives de producteurs qui n'ont pas été prises en compte. Mais nous sommes dans le même Bénin, nous payons les impôts. Maintenant, si nous sommes sans activité, comment allons-nous payer ces impôts-là? Est-ce qu'en allant vers les coopératives pour l'achat du soja grain, est-ce que le prix est plus élevé que lorsque vous êtes en contact direct avec les producteurs? Bien, voilà le problème, le souci qui se pose. Un autre souci. Vous savez, aujourd'hui, il y a des magasins qui ont été installés. Et des magasins, par exemple, à 40 km d'un village où les gens produisent jusqu'à 3 000, 4 000, 5 000 sacs de soja. Ouais. Et on demande à ces gens qui sont sans moyens de rapprocher leurs produits, toute leur production vers les magasins. La main d'œuvre. Tout le monde n'a pas les moyens. Le commerçant que nous sommes, nous avons le devoir de faire un business qui nous est rentable. Si le producteur est prêt à vendre son soja à 240, je donne un exemple, je dis n'importe quoi, et que nous autres, nous avons la capacité de transporter, d'acheter, de transporter vers les magasins. Ce n'est pas que nous refusons les réformes qui sont, comment on appelle, les réformes qui sont initiées par le gouvernement. Non, 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 loin de là. Mais qu'on nous mêle à ces réformes-là. On ne vous associe pas, c'est ça? Ne pas nous associer, c'est déjà un crime. Vous m'excusez si je parle en ces termes, parce que il n'y a pas parmi de vos collègues qui ont été peut-être consultés lors de l'élaboration de ces réformes-là? On ne peut pas prendre 100 personnes et sélectionner 10 et dire que toute la masse est concernée. Si je viens aujourd'hui... Est-ce qu'il y en a des collègues qui ont été consultés? Ben, écoutez, moi je n'en connais pas des collègues. Quand je dis que par exemple dans l'Union nationale des coopératives de producteurs de soja, il y a des gens qui sont des commerçants, des gens avec qui j'ai travaillé. Mais il n'y a que quelques personnes. Et ceux-là, ce sont les patrons qui ont été installés aujourd'hui. Mais on ne peut pas prendre quelques personnes. Si moi donc quelques personnes ont été consultées. Je ne vais pas dire consulter. Ces quelques personnes ont utilisé, je vais appeler ça, je vais appeler un chat. Ils ont utilisé certainement une petite ruse pour se donner le nom de représentant. Sinon, il y a plus de 10 000 producteurs qui ne sont pas d'accord. Alors, à part et cela peut jouer, oui. je viens bien, cela peut jouer sur la production les années à venir. Mais à part le fait que vous, en tant que producteur, vous n'êtes pas inclus dans ces réformes-là, quelles sont les failles que vous trouvez justement dans ces réformes entreprises par le gouvernement, notamment au niveau du ministère de l'Agriculture? Voilà les failles. Je venais d'en citer la baisse de la production. Parce que quand le producteur est fâché, le producteur voit des réformes qui ne l'arrangent pas. Le prix, c'est bon, tant mieux. Aujourd'hui, nous ne parlons pas du prix du soja. Le prix plancher Beauchamp
il n'y a pas de souci. Mais quand le producteur ne se voit pas satisfait après avoir produit du soja, ce n'est pas facile. Après avoir produit, du début jusqu'à la fin, il n'a pas de satisfaction. Lorsque vous ça parlez ne l'encourage pas. de satisfaction, vous faites référence à quoi? La satisfaction, c'est quoi? Le producteur n'est pas libre de vendre à qui il veut. Le producteur n'est pas libre de vendre quand il veut. D'accord. Le producteur n'est pas libre de s'exprimer. X m'a aidé pour faire mon champ. C'est à X je vais libérer mes produits et il peut venir vers, comment on appelle, les unités coopératives, les coopératives pour vendre à qui il veut. Ouais. Vous comprenez? Ça dit c'est le retour. Et ces producteurs aussi ne sont pas d'accord du fait qu'il y a des magasins qui sont installés très loin de leur zone de production et on leur demande de venir forcément là-bas pour vendre des produits. Et mieux encore, la campagne n'est pas lancée à temps et bien que ce soit lancé, rien n'a démarré jusqu'à présent. Les producteurs ont faim. Ils ont faim, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de vendre leur soja pour vaquer à d'autres occupations, pour satisfaire ceux qui ont travaillé avec eux. Et donc c'est l'inaction, l'inopération des coopératives qui fait qu'ils sont au point mort, c'est ça? Il y a ça, c'est d'abord le point focus. L'inopération de ces coopératives aujourd'hui, nous sommes le 19, si je me trompe, le 18 décembre. Oui. Le 18 décembre aujourd'hui, et bientôt la campagne d'Akadjou va démarrer, mais on n'a pas encore vendu un seul grain de soja. Moi, je fais partie, je suis d'ailleurs le premier et le meilleur à offrir du soja, à vendre du soja à la CIPI qui est la porte d'entrée de la matière première à la GDZ. Ndali, la CIPI Ndali, moi je suis le meilleur, la personne qui a plus vendu du soja à la CIPI. Ça veut dire que nous sommes prêts à offrir de la matière aux usines en place pour que ces usines puissent fonctionner. Mais quand on nous met de côté, c'est déjà... Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez concrètement? Quelles sont vos espérances concrètes? Notre réinsertion dans le système. Nous ne refusons pas les réformes. Il peut y avoir réforme. Mais quand on nous met de côté, écoutez, comment est-ce que la filière peut fonctionner sans les commerçants? Je me pose toujours cette question. Je me demande si ceux-là qui ont initié ces réformes ont vraiment analysé les tous et les contours des dégâts que cela peut faire chose. Alors pour vous, est-ce que l'arrivée de la G10 a un impact sur la situation actuelle? La GDIZ, mais nous disons bravo, c'est un travail vraiment, un grand travail qui se fait au niveau de la GDIZ. Et ça, quand je le dis, moi je fais partie et j'ai des collègues, beaucoup de collègues qui font partie des meilleurs fournisseurs de la GDIZ. Les preuves sont là. Et il y a d'autres usines, il n'y a pas que la GDIZ. Toutes les usines, nous on offre de la matière aux usines. Mais aujourd'hui, ce que nous avons préfinancé sur le terrain, moi, j'ai des collègues qui ont des millions, je dis des dizaines de millions, qu'ils ont mis pour préfinancer. Les banques, les institutions de microfinance, là où nous avons fait des prêts, pour préfinancer ces cultivateurs, ces producteurs. Nous-mêmes, nous sommes producteurs. Moi, cette année, j'ai fait 38 hectares. Et je ne suis pas seul. Quand je dis ce que moi j'ai fait, c'est 38 hectares. J'ai acquis des tracteurs au niveau de la Sonama que je félicite pour le travail qu'il fait, la mécanisation de l'agriculture. Maintenant, ces tracteurs que nous prenons, les décortiqueuses, quand nous allons dans les champs de nos amis, de nos producteurs, de nos producteurs, nos fournisseurs, nous travaillons pour eux presque gratuitement. Parce que nous faisons un travail pour les amener à produire beaucoup plus. Et c'est quand ils vont récolter qu'ils vont nous payer en contrepartie, en espèces. Voilà. Et voilà. Donc, quand aujourd'hui, on nous met de côté, mais on ne sait pas comment la filière va évoluer. C'est parce qu'on nous a mis de côté que jusqu'à aujourd'hui, c'était jamais arrivé. On avait déjà toujours démarré la campagne en début de novembre, mais aujourd'hui nous sommes le 18 décembre et aucun grain de soja n'a été vendu. Alors vous parlez de boycott, comme le dit si bien. Au moment où il n'y avait pas votre boycott, est-ce qu'il n'y avait pas de difficultés? Est-ce qu'il n'y avait pas de problèmes? Quel genre de problème? Il y a de la filière. Mais tout allait si bien. Autrement, cette année, mais écoutez, c'est maintenant qu'il y a des problèmes. Cette année, il n'y a pas encore de vente de soja. Et les magasins sont là. Rien ne fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Vous appelez n'importe quel producteur du Nord, il va vous dire, mais écoutez, ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. Et c'est parce que comment on appelle, les commerçants ont été boycottés qu'il n'y a pas de mouvement sur le terrain. Les commerçants boudent ou bien? Mais moi je boude. Il y a plus de 10 000 personnes qui sont derrière moi. Vous voulez que je les fasse venir ici? Vous boudez? Nous boudons. On doit manger. Est-ce que vous êtes fait entendre au niveau du ministère de l'Agriculture? On a fait les pas qu'il faut, on est en train de faire.
On est en train de faire tout ce qu'il faut. On est allé déjà vers le ministère du Commerce, les directeurs départementaux. Nous sommes en train de faire des plaidoiries. Mais on nous demande d'attendre. On est en train d'attendre et ça fait attendre aussi les producteurs. Mais y a-t-il des stratégies communicationnelles, selon vous, qu'on peut mettre en place pour une situation plus atténuante? Ben, c'est ça que nous sommes en train de faire. Je me suis déplacé de Parakou pour Esaïe TV. Je veux nous faire entendre. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit des producteurs. Quand quelqu'un se lève et dit, à partir de cette année, plus jamais, on ne veut plus jamais voir un producteur, un commerçant acheter un seul grain de soja. Sur ma carte professionnelle, il est mentionné achat, vente de produits tropicaux, soja, acajou. Vous voulez que je devienne journaliste? Ou que j'aille vendre de la tomate? Merci à vous, Eskil Agbede Yavedo. Merci, on vous aura compris. Je rappelle que vous êtes le porte-parole des commerçants et producteurs du soja grain. Un petit mot pour conclure cet entretien. Nous venons respectueusement demander au gouvernement. Ma caméra est où? Elle est droite devant vous là. Toute là. Nous demandons au gouvernement la réinsertion des commerçants dans la filière acajou soja. Dans le nord, le centre, tous les producteurs, quand je dis producteur, moi je suis commerçant, je suis aussi producteur. Nous demandons humblement au ministre de l'Agriculture, au ministre du Commerce et à son Excellence, notre très cher père de la nation, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, de revoir un peu la chicotte qui est en train de nous frapper. Merci. Nous ne méritons pas ça. Nous demandons humblement la réinsertion des commerçants dans la filière. Quelles que soient les mesures qui seront prises, que nous soyons plutôt mêlés à ces actions-là et tout ira bien. Nous avons faim. Nous payons des impôts. Nous avons des entreprises. Nous avons des employés aujourd'hui qu'on ne peut plus payer. Et ça, c'est déjà un problème pour notre chère nation, le Bénin. La réinsertion des commerçants, c'est très capital pour la filière acajou soja. Merci. Merci à vous, Eskil Yavedo Agbede. Je rappelle que vous êtes le porte-parole des commerçants et producteurs du soja grain. Merci à vous, chers amis internautes. Dans les jours à suivre, on va peut-être se rapprocher du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, et également du ministère du Commerce pour comprendre véritablement les motivations de ces différentes décisions qui font couler beaucoup d'encre et de salive. Merci à Eskil qui est venu quand même nous apporter le son de cloche des commerçants et producteurs du soja grain, vivement celui également des autorités compétentes. Merci à tout un chacun. Merci à vous, chers amis internautes. Merci de nous avoir suivis. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Merci pour la fidélité constante dans nos différents programmes télé sur Esaïe TV. Portez-vous bien. Merci une fois encore à Atifa Olafa avec qui j'ai conduit cet entretien. Chers amis internautes, c'est la fin de Free Matin. Portez-vous bien. À demain pour le numéro d'émission de Free Matin. Jusque-là, belle suite de programme sur Esaïe TV.